Titus Burckhardt, aperçu sur la connaissance sacrée. Nature de la perspective cosmologique. Les cétars libéraux du Moyen Âge ont pour objet des disciplines que les modernes n'hésitent pas à qualifier de sciences, telles que les mathématiques, l'astronomie, la dialectique, la géométrie. Cette identification de la science à l'art, conforme à la structure contemplative du trivium et du quadrivium, révèle la nature fondamentale de la perspective cosmologique. Les historiens modernes ne voient généralement dans la cosmologie traditionnelle, qu'il s'agisse des doctrines cosmologiques des civilisations antiques et orientales ou de la cosmologie de l'Occident médiéval, qu'essai enfantin et tâtonnant d'expliquer la causalité des phénomènes. Il succombe en cela à une erreur d'optique en tout point analogue à celle qui dupe les spectateurs à préjugés naturalistes, jugeant les œuvres d'art médiévales selon leur idéal de l'observation exacte de la nature et de l'habileté artistique. L'incompréhension moderne à l'égard de l'art sacré et de la cosmologie contemplative provient des mêmes erreurs. Cela n'est nullement dénié par le fait que certains érudits, souvent les mêmes qui traitent la cosmologie médiévale ou orientale avec une pitié mêlée d'ironie, rendent hommage aux arts dont il s'agit et reconnaissent à l'artiste le droit d'exagérer certains traits de ses modèles et d'en supprimer d'autres pour suggérer des réalités d'un ordre plus intérieur. Une telle tolérance prouve seulement que, pour les modernes, le symbolisme n'a qu'une portée individuelle, psychologique et même simplement affective. Ces érudits ignorent évidemment que le choix artistique des formes, lorsqu'il relève de principes inspirés ou régulièrement transmis, peut faire assentir des possibilités permanentes et inépuisables de l'esprit, donc que l'art traditionnel implique une logique au sens universel de ce terme. Note de bas de page. Fridtjof Schwung, la question des formes d'art dans l'unité transcendante des religions. Retour au texte. La mentalité moderne est, d'une part, aveuglée par son attachement aux côtés sentimentaux des formes d'art, et réagit d'ailleurs le plus souvent en fonction d'une hérité psychologique très particulière. D'autre part, elle découle du préjugé selon lequel l'intuition artistique et la science appartiennent à deux domaines radicalement différents. S'il en était autrement, l'on devrait en toute justice accorder à la cosmologie ce que l'on semble accorder à l'art, à savoir la licence de s'exprimer par l'allusion et d'user des formes sensibles comme des paraboles. Mais pour l'homme moderne, toute science devient suspecte dès l'instant où il quitte le plan des faits psychologiquement contrôlables, et elle cesse d'être vraisemblablement dès qu'elle se détache du raisonnement tout soutenu par une sorte de continuité plastique du mental, comme si tout le cosmos devait être fait à l'instar de ce que la faculté imaginative a de matériel et de quantitatif. Cette attitude n'a d'ailleurs rien d'originellement humain. Elle représente beaucoup plus une imitation mentale, acquise par une activité extrêmement unilatérale et artificielle, qu'une position philosophique, car toute science, si relative ou provisoire qu'elle soit, présuppose une correspondance nécessaire entre, d'une part, l'ordre spontanément inhérent à l'esprit connaissant, et d'autre part, la compossibilité des choses, sans quoi il n'y aurait aucune espèce de vérité. Note de bas de page. René Guénon, Instruction générale à l'étude des doctrines hindoues. Chapitre, le Niyaya, dont nous citons le passage suivant. Ouvrez les guillemets. Si l'idée selon la mesure où elle est vraie et adéquate participe de la nature de la chose, c'est que, inversement, la chose elle-même participe aussi de la nature de l'idée. Fermez les guillemets. Retour au texte. Or, puisque l'analogie constitutive du macrocosme et du microcosme ne peut être niée et qu'elle affirme de part et d'autre l'unité principielle,
unité qui est comme un axe par rapport auquel tout s'ordonne. On ne voit pas pourquoi la connaissance de la nature, au sens le plus vaste de ce terme, ne devrait pas abandonner les béquilles d'une expérience plus ou moins quantitative, et pourquoi toute vision intellectuelle, à vol d'oiseau, serait d'emblée comme une hypothèse gratuite. Mais les érudits modernes ont une véritable aversion contre tout ce qui sort de l'allure terre-à-terre de la science exacte. À leurs yeux, relever la très poétique d'une doctrine, c'est la discréditer comme science. Cette lourde méfiance scientifique contre la grandeur et la beauté d'une conception traduit une incompréhension totale de la nature de l'art primordial et de la nature des choses. La cosmologie traditionnelle comporte toujours un aspect d'art, dans le sens primordial de ce mot, quand la science dépasse l'horizon du monde corporel, ou quand on considère seulement ce qui dans ce monde se manifeste de qualité transcendante, il devient impossible d'enregistrer l'objet de la connaissance comme l'on enregistre les contours et les détails d'un phénomène sensible. Nous ne voulons pas dire que l'intellection des réalités supérieures au monde corporel soit imparfait. Nous ne parlons que de sa fixation mentale et verbale. Tout ce que l'on peut transmettre de ces aperçus de la réalité a le caractère de clés spéculatives qui aideront à retrouver la vision synthétique dont il s'agit. Or, la juste application de ces clés à la multiplicité irrissante des phases du cosmos dépendra de ce qu'on peut appeler un art, en ce sens qu'elle suppose une certaine réalisation spirituelle, ou du moins la maîtrise de certaines dimensions conceptuelles. Note de bas de page. Un exemple pour une telle clé spéculative est le schéma d'un horoscope. Il résume symboliquement tous les rapports entre un microcosme humain et le macrocosme. L'interprétation de l'horoscope comportera des applications innombrables qui ne peuvent être devinées avec justesse qu'en vertu de la forme unique de l'être, forme que l'horoscope voile et révèle à la fois. Retour au texte. Quant à la science moderne, non seulement elle se borne dans l'étude de la nature à l'un de ses plans d'existence, d'où la dispersion horizontale, contraire à l'esprit contemplatif. Elle dissèque, en outre, autant que possible les contenus de la nature, comme pour serrer de plus près la matérialité autonome des choses, et ce morcellement à la fois théorique et technologique de la réalité s'oppose radicalement à la nature de l'art, car l'art n'est rien sans plénitude dans l'unité, sans rythme et proportion. Autrement dit, la science moderne est laide, d'une laideur qui a fini par accaparer la notion même de réalité. Note de bas de page. D'où l'emploi dans l'esthétique moderne de l'expression de réalisme. Retour au texte. Et de s'arroger le prestige du jugement objectif sur les choses. Note de bas de page. Pour la grande masse des Européens, le signe de l'apanage de la science sont les appareils compliqués, la paperasse, l'attitude du chirurgien. Retour au texte. D'où l'ironie des modernes pour ce qui, dans les sciences traditionnelles, rayonne un aspect d'ingénue beauté. En revanche, cette laideur de la science moderne lui enlève toute valeur du point de vue des sciences contemplatives et inspirées, car l'objet central des sciences est l'unicité de tout ce qui existe, unicité que la science ne saurait proprement nier, puisque toute chose l'affirme implicitement, mais qu'elle peut néanmoins, par sa méthode disséquant, empêcher de savourer.